Moi, je trouve que là, c'est trop glauque, c'est trop cynique. Fait que de se moquer les uns les autres, se descendre, essayer de se faire mousser en dénigrant les autres. On est tous en train de s'affronter, de s'insulter, de s'opposer, c'est horrible, quoi. Dans le film, tout le monde est tendre, tout le monde a tellement d'amour à donner à son prochain, sa prochaine. J'aimerais bien que la vraie vie soit un peu plus comme ça. Ah, un côté bisounours, hein, mais je l'assume. Et ça, c'est politique, je trouve. Parce que c'est tellement pas à la mode, c'est tellement ringard. Et pourtant, je pense que c'est tellement nécessaire aujourd'hui. Salut Urbania, je m'appelle Martin Jova. Bah, moi j'y vais. Putain, le baiser en ville, c'est revenu à la mode. Tiens, Bézanville. Moonshine. Il est fluo, j'adore. Mon collègue le prend comme ça, il me dit tiens, je te fous ton Bézanville derrière. Je dis mais quoi? Comment ça, mon Bézanville? Et il me regarde, je lui dis mais tu sais pas ce que c'est un Bézanville? Non. Je me suis senti trop bête, j'avais l'impression que c'était genre vraiment mais hyper célèbre, alors que finalement, je crois que, en tout cas c'est plus à la mode. Je me suis renseigné, j'ai découvert que c'était une vraie expression, que c'était un vrai objet de maroquinerie, donc plutôt ça. Moi j'avais un vrai sac à dos, vrai banlieusard, hein. L'ordinateur, le slip, le bouquin, le machin. Je suis rentré chez moi, je me suis dit il faut que je fasse un film qui s'appelle Bézanville. Mes galères de noctilien, la vie en périphérie, les relations, les grattages de coins de canapé quand tu rates le dernier train et que tu sais pas où dormir. Je me suis dit que c'était un titre parfait pour raconter tout ça. J'avais pas d'histoire, j'avais juste un titre. Donc pendant plusieurs mois, même plusieurs années, j'y pensais vaguement, hein, parfois, entre deux arrêts de bus ou quoi. Je me suis posé, avec le recul, je me suis rendu compte qu'une petite période de ma vie où je naviguais entre l'intérim, les leçons de conduite, le retour dans le pavillon de mes parents à cause d'un chagrin d'amour, tout ça, ça faisait une belle matière, plein de pièces d'un puzzle qui en fait serait le Bézanville. Et je me suis mis à écrire et dès que j'ai trouvé cet axe, et le personnage de ma monitrice auto-école, là, buddy movie un peu réinventé, j'ai tracé tout droit, c'était l'autoroute. J'ai passé la 4e. Ça demande une petite organisation de jouer et de réaliser, et en même temps, c'est quand même des processus dans la fabrication qui s'étalent un tout petit peu dans le temps. Parce qu'on prépare beaucoup, par exemple, chaque scène. On storyboard, on se dit ce plan-là, puis celui-ci, la caméra va faire ça, puis après il y a un travelling, on dessine les positions des personnages dans chaque cadre. Tout est assez prévu, et quand on arrive sur le plateau, finalement chacun sait ce qu'il a à faire. Et moi, je sers à rien comme réalisateur, à part dire non, on avait dit ça, mais en fait, vu qu'on se connaît bien et qu'on a l'habitude de travailler ensemble, c'est fluide. En fait, je joue un truc qui est tellement proche de moi que je suis pas dans un effort conscient de fabriquer le personnage. En fait, là aussi, je lâche prise pas mal. Et donc, je suis assez réceptif à ce que me donnent mes partenaires de jeu. J'arrive à me rendre compte, moi, ce que j'ai fait est bien ou moins bien et que je pourrais changer, et en même temps à faire des retours sur le... Alors là, il y a une petite gymnastique, évidemment, réussir à penser à deux trucs en même temps. Et je crois qu'à cet endroit-là, c'est peut-être aussi une espèce de malformation que j'ai moi. En tout cas, j'ai grave du mal à rester concentré. Je passe tout le temps du coq à l'âne. J'aime toujours faire 3 trucs en même temps. Et en fait, du coup, ça me rend pas très efficace dans la vie de tous les jours. Mais sur un plateau, ça me permet de faire ça. Et je crois que ça m'aide beaucoup. Après, l'expérience, le fait de le répéter encore et encore, ça m'aide. Et je crois que maintenant même, j'aurais du mal à ne faire que l'un ou l'autre. Je me sentirais frustré parce que je prends tellement de plaisir à jouer. J'aurais l'impression que mes partenaires, ils s'amusent sur moi. Tout est hyper scripté à l'avance, il n'y a aucune improvisation, à part peut-être, mais c'est des détails, les moments de nettoyage, ou peut-être parce que, pas que ça m'intéresse pas de faire le ménage, mais j'avais moins d'inspiration à ces endroits-là, de bon là tu mets la serpillière, et j'aimais bien pour ces petites séquences, ces petits sketchs même, que mon collègue Sébastien Chassagne, Rico dans le film, prenne les rênes et me dicte un peu et que je sois vraiment en fait son poulain, son apprenti. Et pour moi, c'était des moments assez ludiques aussi parce que je savais pas trop ce qu'il allait me faire. Là, il avait beaucoup de marge de manœuvre pour improviser et c'était aussi des moments pour moi de surprise et de jeu et ça me plaisait vachement. En revanche, tout ce qui est dialogue, réplique, ça là, il y a zéro improvisation. C'est ce qui est le plus important pour moi, c'est là où le ton de la comédie, il trouve sa forme quoi. Et donc là-dessus, je suis très précis, voire oui, parfois c'est un peu chiant, enfin faut refaire jusqu'à ce que ce soit bien. Telle phrase, faut que ça soit exactement comme ça, sinon pour moi ça marche pas. En Paris Express. C'est mon 2e court-métrage produit, mon 4e court-métrage. Il est à la Clermont-Ferrand. C'est une espèce de morceau de mon premier long Grand Paris. Grand Paris, on n'arrivait pas à le financer comme un long métrage. Et au début, effectivement, c'était un scénario de court-métrage. Et vu qu'on n'arrivait pas à faire le long et qu'on avait déjà commencé à essayer de trouver de l'argent sur le court et qu'on a eu une somme d'argent pour faire le court, à un moment, mon producteur il m'a dit bah, on fait le court avec l'argent du court, mais on va tourner un peu plus et ça va être un long et un court.
faut faire le court et le long. Ah bon, sérieux, on peut faire des films comme ça? Ouais, t'inquiète, on peut faire comme ça. Et du coup, on doit faire 2 films avec le budget d'un film. C'est galère quand même un peu, mais c'était la seule solution. On l'a fait comme ça, entre 2 confinements, dans les transports, dans les noctiliens, les RER sans autorisation, bien sûr, avec les masques même. La version courte, finalement, on l'a montée, ça allait assez vite, mais le long, j'arrivais pas à trouver le rythme et la musique. C'était pas juste rajouter d'autres scènes, c'était tout réinventer en fait, le considérer comme un tout autre film. C'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et le montage, le tournage c'était 15 jours. Le montage, il s'est étalé sur 1 an. Et c'était trop bien la sortie, c'était génial. Et il a été bien reçu et ça m'a donné tellement de force et de courage pour écrire un autre scénario. Et j'ai fini, je crois, début mai, la promo de Grand Paris. Et je me suis enfermé directement chez moi pour écrire Bézanville. Mais vraiment, il n'y a pas eu de sas de transition. Je pense aussi que la fin de la vie d'un film, enfin, en tout cas en salle, c'est un moment quand même de vide, un peu bizarre, et je crois que ça m'a fait du bien d'enchaîner comme ça. C'est un peu le film que j'aurais rêvé de voir, moi. J'aurais rêvé d'aller au cinéma et de voir ma banlieue avec de la science-fiction et des blagues, et des gars en survêt, et des burgers de nuit, des noctiliens, des courses-poursuites, des enquêtes, des trucs... Enfin, je sais pas, c'est genre Blake et Mortimer ou Tintin, mais dans des RER, et enfin, vraiment, c'est la conjonction de trucs qui me passionnent, qui n'ont absolument rien à voir. Et ouais, c'est rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Faut vraiment que je fasse le 2. La couleur, il y en a partout. Moi, c'est marrant parce que j'avais toujours aimé la couleur, mais j'arrivais pas à le conscientiser. Dans mes premiers courts-métrages, j'en avais déjà beaucoup, mais je mettais rien en pratique de spécial pour que ça devienne une méthode de travail. Et c'est en préparant Grand Paris avec mon étalonneur, Yannick, qui me demandait de lui présenter des photogrammes de films en disant ça pourrait être une image de mon film. Et en fait, quand tu fais le tri et une moyenne, tu te rends compte qu'il y a de la couleur à fond partout. Et sur ce film, on n'avait aucun budget et jamais le temps, mais ma fameuse pote Marie Morgan, couteau suisse, costume, accessoires, un peu de déco, elle avait un sac rempli de petits objets de couleurs qui nous servaient à pimper les décors quand on arrivait sur place et qu'il n'y avait aucune couleur. Parce qu'il fallait en fait pour nous que dans chaque cadre, il y ait de la couleur. Et nos 4 couleurs de référence, c'était le jaune, bon il y en a sur ma tête, mais grâce à ma teinture, le rose sur vête, le bleu, une touche de jaune et le rouge. Le rouge, il fallait souvent l'amener par la décoration. On avait aussi des petits marqueurs à eau. Et parfois, je sais pas, on est sur un compteur électrique, et ben on fait un tag. Bien sûr, on l'essuie après. Ça, c'est mon film préféré de ces dernières années. Nope, de Jordan Peele. Film assez clivant. C'est drôle parce que moi, j'aime pas du tout Get Out. Et Us, je le trouve un peu débile. Mais alors Nope, j'étais dans la salle, mais comme un gamin, quoi. Je me souviens, j'étais au Max Linder, j'étais comme ça, je faisais... Je crois que j'ai jamais autant rigolé de toute l'année que devant Nope, qui est pas spécialement une comédie, qui avait le meilleur personnage secondaire, je trouve. Ce gars qui bosse dans le magasin de tech et qui veut venir installer la caméra et qui se retrouve dans leur bande. Les scènes les plus drôles, les plus flippantes. Le film navigue entre plusieurs genres, plusieurs registres, plein de mystères, une espèce de vraie croyance en fait en la possibilité d'une magie ou d'un événement fantastique. Un truc vraiment sincère là-dedans. J'aime tellement ce film. C'est une folie ce film. Je sais pas comment il fait pour exister même. Enfin, je sais pas. Moi, c'est les films que je préfère, ceux qui naviguent entre plusieurs continents sans jamais être sur une voie toute tracée qui la rendrait prévisible ou monolithique. Moi, j'adore ces films-là. C'est l'exemple parfait du film qui arrive à tout conjuguer. Et en fait, justement, l'action des différents registres, ça fait un feu d'artifice. Tu vois, ça fait plus qu'une synthèse, quoi. Ça fait une sorte d'alchimie. Enfin, justement, moi, c'est ça que j'aime aussi dans les films que produit mon producteur, Emmanuel Chomet. Il adore travailler la croisée des genres, faire des films hybrides. Mais c'est les plus durs à vendre, c'est les plus durs à financer. Moi, je me rends bien compte de faire une comédie d'auteur. Déjà, c'est comme un oxymore. Comme si les films d'auteur, ça devait être que des drames ou que des... En France, la comédie, elle a grave une réputation, mais je pense que c'est parce que pendant 30-40 ans, c'était beaucoup des histoires un peu grasses, sur des jeux de discrimination, de moquerie, des enjeux communautaires. Enfin, voilà, quand vous voyez de quel film je parle. En gros, la comédie... moi, les comédies qui me font vraiment délirer, c'est les américaines, avec Will Ferrell, les films d'Adam McKay, Super Grave. Ça, en France, il y a Les Beaux Gosses. Voilà, énorme inspiration pour moi, Les Beaux Gosses.
Il y a Judor, mais même Judor, ces derniers films, ils trouvent pas leur public, alors que le mec est juste un génie, quoi, enfin, selon moi. C'est drôle, on me parle souvent de lui, et c'est pas du tout mon auteur préféré, mais quand même, Dupieux, il a réussi ça. Il a réussi à travailler son style, à aller au bout, et à trouver son public. Et ça, c'est pas rien, et il s'est accroché, il a pas fait de concession. Ah! Oh là là! La playlist! Kiss Me. Kiss Me, c'est le nom d'une application qu'on a inventée dans Bézanville, c'est une application de rencontre. Et dans le film, le personnage que j'interprète s'inscrit sur Kiss Me sous les conseils, plutôt sous les ordres de sa monitrice d'auto-école. Ouais, j'ai un petit côté playlist, moi j'aime beaucoup. J'adore la musique, c'est tellement original. Non mais... Puis pour écrire, ça m'inspire énormément. Et aussi la musique, c'est au moment du montage, justement, j'ai toujours des playlists. Là, je suis en train d'écrire un film, j'ai déjà une 30aine de sons dans ma playlist. Sur Bézanville, évidemment, j'avais une première playlist qui était une playlist d'écriture, et ensuite j'en ai une seconde qui était une playlist de montage, où j'essaye d'un coup des morceaux que j'avais pas du tout prévus, et je vois ce que ça donne avec le montage à l'image. Et ça crée des choses, et c'est ça qui est beau, parce que je contrôle beaucoup en prépa, sur le tournage. Au moment du montage, c'est là où j'ouvre la porte. J'aime bien couper des séquences, j'aime bien intervertir des trucs. J'aime bien qu'une musique hyper triste, que j'avais pas du tout prévue, elle vient donner une tonalité trop bizarre à une scène, alors que je l'avais pas écrit comme ça. C'est là où il y a quelque chose qui se passe, je parlais d'alchimie, c'est là où il y a un résultat qui est imprévisible et beau et détonnant et je le recherche vachement. Alors quand je suis en montage, j'écoute de la musique toute la journée et je teste des trucs. J'adore faire ça. Moi j'ai commencé à traîner dans un bar que j'adore à côté de chez moi qui s'appelle le Super Coin. Un soir je faisais la fermeture du bar comme ça sur le comptoir, dans un état d'ébriété avancé. Et j'entends une musique, je me dis mais qu'est-ce que c'est magnifique. Alors j'essaye de le chat, mais j'ai pas de téléphone, comme d'hab, voilà. Donc je demande au serveur, François, et il me dit « Grenady, tu connais pas ?» C'est marrant, quand t'es passionné d'un truc, à chaque fois ça te paraît invraisemblable que comme ça. Vous connaissez Grenady ou ouais, toi, oui, visiblement. Ouais, en fait je suis juste inculte. J'étais en train de finir le montage du film, et je me dis ça c'est la musique de la fin, c'est sûr. Navigo Easy, moi je suis un mec de la liberté maintenant, carte Navigo c'est trop cher. Là, j'ai réussi à négocier avec mon distributeur pour le mois de la sortie, mais dès février, je retourne dans les limbes de la fraude. J'espère que ça va pas me porter malheur, mais j'ai jamais pris d'amende. Jamais pris d'amende. Je cours vite. Déjà, il empêche beaucoup juste parce qu'il est tellement cher et quand t'es en galère de taf ou de thunes, bah juste tu peux pas te payer 90 balles par mois pour aller faire des entretiens d'embauche ou des trucs. Transport en commun, en même temps, dans ces zones-là, il y en a pas assez, il y a des trains toutes les demi-heures. Puis en fait, il y en a un qui est supprimé, du coup t'attends 1 heure. Puis le dernier, il a 22 heures. Ah non, il y a des travaux, il a 21 heures, donc il y a un bus de substitution, mais il est plein, mais c'est des galères tout le temps, quoi. Dans les films, j'essaye de les transformer en aventure, mais en fait, au quotidien, c'est juste super chiant. J'essaie justement de prendre ces expériences de perte de temps imposées et de les transformer comme, encore une fois, comme de l'alchimie, quoi, de récupérer cette matière-là et d'en faire autre chose. En même temps, c'est de me réconcilier avec ces moments qui m'ont été arrachés. Parce que c'est mal foutu. J'essaie beaucoup de faire ça en fait, même par exemple quand j'ai les trucs de chagrin d'amour ou les expériences un peu tristes ou même la recherche de taf, les galères de leçons de conduite, tous ces moments ils étaient pas cool à vivre, mais avec le recul je me dis ah tiens, il y a une petite fantaisie, il y a un petit potentiel absurde et je vais essayer de faire un pas de côté et de le tourner en dérision et ça me fait du bien aussi à moi dans ma vie. Mais ouais, le déplacement, moi j'adore filmer les transports en commun, je trouve qu'on les voit trop rarement, les RER, les noctiliens au cinéma, alors que c'est des décors qui ont une vraie magie, il y a un spleen je trouve. Même, moi, ça me fait penser aux films d'animation japonaises, quoi, ces ambiances de ville dortoir, la nuit traversée par des bus, en silence, ville presque fantôme. J'adore montrer ça. C'est pas facile parce qu'ils demandent tellement d'autorisation, de dédommagement, c'est toute une logistique. Donc moi, je tourne tout le temps en pirate. Tout le temps en pirate dans les transports en commun. J'essaie de garder cette fraîcheur-là, cette énergie, de les saisir comme ils sont. En fait, moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu à moi, les transports en commun. J'y passe tellement de temps que ça me semble être mon droit inaliénable de les filmer et de les mettre dans des films. Voilà, ça, c'est ma position. Bon, la loi ne dit pas ça. Ah, la Seine-et-Marne, plus beau département de France. Le plus grand d'Île-de-France, le plus riche grâce à Disneyland Paris. Yeah! Les noms des villes sont juste géniaux et j'aime bien aussi montrer la richesse, la beauté de ces endroits-là. Je sais que c'est souvent moqué comme département parce qu'il y a un côté rural, c'est un peu l'Île-de-France, mais c'est la campagne, on vient en calèche à Paris, ce genre de clichés que je trouve amusants, qui sont pas totalement faux d'ailleurs. Surtout que moi, je suis hyper bien loti, je suis presque à Paris en fait, à Chelles. Quand tu habites là-bas, c'est une autre paire de manches pour aller en ville. Moi, j'ai envie de montrer ce département-là au cinéma. Il est rarement dans des fictions, ou alors il n'est pas précisément nommé, c'est juste un décor parmi tant d'autres. Moi, j'ai envie de le mettre sur une carte, quoi, vraiment, de
de le montrer, de le mettre en valeur. Parfois même, il y a un côté chauvin, quoi. J'avoue, j'exagère un peu la réalité, j'en fais un truc alors que c'est pas si génial que ça, évidemment, La Ville de Chelles. Mais moi, je l'aime et je la défends. J'adore les films qui se passent dans des banlieues pavillonnaires, j'adore le Truman Show, j'adore Donnie Darko, premier film de Tim Burton, les films de Spielberg. Ces zones pavillonnaires-là, et au cinéma français, elles existent quasiment pas, ou alors elles sont glauques, mais moi, j'essaie de les filmer comme si c'était un Spielberg ou un Miyazaki ou un Wes Anderson. Et je trouve ça hyper beau, moi, les pavillons, ouais. Je trouve ça trop beau, en fait. Ça m'inspire, il y a une espèce d'étrangeté. Ça, c'est ma vraie passion. C'est marrant, mais la compétition, ça me stressait de ouf, quoi. Et je crois que cette espèce de rejet de la performance, qui est un des sujets, en fait, du film, ça a commencé à cet endroit-là, genre... Parce que, tu sais, genre, gagner, c'est forcément faire souffrir quelqu'un en face, quoi. Et cette vision de la vie, je la trouve tellement dure, enfin... Évidemment, je regarde le foot et quand on gagne... évidemment, mais... Il y a une tension en moi, il y a un truc un peu masculin, toxique, viril qui reste, même si j'essaye de le remettre en perspective, de le déconstruire, ça. Mais justement, le hopping, quand j'étais au collège, j'étais en ZEP, le hopping, c'était clairement pas le sport le plus viril qui te permettait de trouver facilement ta place dans le groupe des mecs. Alors ouais, on se moquait grave de moi. C'est comme pour le rose, on se moquait de moi quand je mettais ce genre de couleurs. C'était féminin, c'était pas viril en gros. Mais je suis content parce que bon, au début j'avais du mal, mais maintenant j'assume totalement, j'en ai rien à branler de ce que les gens disent. Et je fais que ce que j'aime. Et puis en plus maintenant j'ai l'impression, en tout cas dans mes cercles, bon j'habite dans un endroit hyper privilégié, voire même enfin une espèce de laboratoire, un peu d'ouverture d'esprit. Mais c'est vrai que je me sens libre de faire ce que je veux et je me sens moins critiqué. Et évidemment il y a encore des trous de balle. J'ai l'impression qu'il y a des injonctions partout de performance, c'est trouve un taf, réussis ton permis, baise. Ce truc-là, j'ai grave ressenti. Mais t'es jeune, t'es enfant, mais baise, pourquoi Mais en fait, moi, même dans ma vraie vie à moi, genre, j'ai toujours eu cette impression qu'il fallait que j'ai une vraie connexion avec les personnes, que je sois amoureux, que je sois dans le truc, avant de songer à un rapport physique. Et ce truc de consommation sexuelle effrénée, j'ai l'impression que c'était pas sincère, que c'est comme on se dit c'est comme ça, il faut faire comme ça, on est jeune, il faut les applis, les pubs, les machins. J'ai l'impression que c'est une espèce d'extension capitaliste de la société de consommation, quoi. Et ça m'a toujours mis mal à l'aise. Enfin, je sais pas, j'avais pas confiance en moi. Il y avait une inadéquation entre cette injonction et mon désir. Enfin, bref. Donc j'ai pas mal lutté pour ce droit à ne pas coucher absolument. Dans le film et dans la vraie vie, même des femmes en fait ont une vision hyper virile, hyper comme ça, franche du collier de la sexualité qui me semble parfois un peu dépassée. Mais bon, enfin, je pense ce qui est bien, c'est justement la diversité de ressentis. C'est ok aussi les gens qui adorent baiser, qui sont hyper à l'aise. Il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir. L'Espérance, ouais. Mais c'est pas fait exprès. Ça s'appelait vraiment le boulevard de l'Espérance. Et pour être tout à fait honnête, j'ai même hésité à changer le nom. J'avais peur que ce soit trop symbolique en fait, que ce soit trop fort, le côté poésie. On me le fait régulièrement remarquer et je suis ok en fait avec cette symbolique-là qui est vraiment inconsciente. Hein. J'aurais pu le changer. J'aurais trouvé ça bizarre de changer le nom. Enfin, j'avais peur que ce soit sursignifiant. En même temps, évidemment, le film, il a cet optimisme. Mais c'est pas une espérance de un jour je vais devenir un winner. Au contraire, c'est pas une résignation non plus, mais c'est d'accepter ce qu'on a, ce qu'on est, d'être heureux avec ça et avec les gens qui nous entourent, quoi. Peut-être l'espoir, c'est plus presque dans le métafilm, genre qu'on arrive à être plus bienveillant et tendre les uns avec les autres, plus s'écouter. Je crois pas trop à la méritocratie, en fait, par exemple. Donc il n'y a pas cet espoir de réussir ou quoi. Je suis le premier à être touché par les événements, à être déprimé et à pas trop voir justement d'espoir. Et quand j'écris, je me force justement. Je me force à aller dans l'optimisme, à aller dans l'espérance et dans la bienveillance. Et donc je pense que c'est pas un hasard qu'on ait tourné Boulevard de l'Espérance. Ouais, je trouve que l'époque, elle est pas du tout bienveillante et que c'est pas du tout une valeur qui est mise en avant ou qui donne l'impression d'avoir une utilité ou même qui soit positive. Enfin, moi, je vois bien parfois les retours sur mon film. Alors, bien sûr, chaque film est critiquable de plein de façons différentes. Mais je sens que dans cette espèce de tendresse, de bienveillance poussée presque à l'extrême, ça perturbe. Parce que je pense que l'époque est cynique et qu'on n'est pas à l'aise non plus avec la bienveillance. Tout de suite, c'est la mièvrerie. J'arrive même pas à le dire tellement ça me saoule. Moi, je trouve que là, c'est trop glauque, c'est trop cynique. Fait que de se moquer les uns les autres, se descendre, essayer de se faire mousser en dénigrant les autres. On est tous en train de s'affronter, de s'insulter, de s'opposer, c'est horrible quoi.
Dans le film, tout le monde est tendre. Tout le monde a tellement d'amour à donner à son prochain, sa prochaine. J'aimerais bien que la vraie vie soit un peu plus comme ça. Ah, un côté bisounours, hein, mais je l'assume. Et ça, c'est politique, je trouve. Parce que c'est tellement pas à la mode, c'est tellement ringard. Et pourtant, je pense que c'est tellement nécessaire aujourd'hui.